Bien, alors, chers étudiants, à présent, on va commencer la deuxième partie de notre séance, qui a pour objet de discuter l'intérêt de renforcer l'insertion du Maroc dans l'économie de la connaissance. Alors, on va commencer par le groupe des présentateurs, bien entendu, comme d'habitude. Je vais vous demander, comme à l'accoutumée, de présenter votre nom avant de prendre la parole. On va commencer par Selma Aouad. Oui, madame, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, chers professeurs. Je suis Selma Oued. Je fais partie du groupe de présentateurs. Alors, dans la deuxième partie, nous allons explorer pourquoi le Maroc de 2030 ne peut plus se contenter de ses modèles économiques classiques. Je vais vous présenter la première moitié de ce diagnostic et après, notre collègue Othman va continuer l'explication. Et comme d'habitude, j'aimerais toujours commencer par des exemples imagés pour bien faciliter la compréhension et l'explication. Donc, imaginez que le Maroc est un athlète dans une compétition mondiale. Jusqu'au-ici, notre athlète comptait sur sa force physique, nos ressources naturelles et notre main-d'œuvre. Mais à la page 59, l'ouvrage nous avertit. En 2030, la force physique ne se fera plus. Pour gagner, il faut de la stratégie et de l'intelligence. C'est ce qu'on appelle l'insertion dans l'économie de la connaissance. Ce n'est pas un luxe, c'est notre seule option pour rester dans la course face à nos voisins. Alors, cette partie commence par un constat froid qui montre que malgré nos efforts, nous avons un retard de développement humain. Par exemple, si on compare le Maroc à la Tunisie ou à la Turquie, notre revenu par habitant et notre niveau de vie restent inférieurs. Madame, je pense qu'il y a un problème Les slides. dans... Oui, exactement. Il y a un problème dans le Alors, PC de Hiba, je pense. D'accord. allez-y. Mhm. On reste toujours dans le même exemple imagé d'avant pour bien comprendre. Alors, encore une fois, imaginez avec moi une course de marathon dans laquelle le Maroc court avec un sac à dos rempli de pierres. Ces pierres, ce sont la population et le niveau de vie, la pauvreté et le chômage et l'analphabétisme. Euh, Madame, euh, c'est la slide d'avant qu'il doit être affiché. D'accord, on passe à la slide d'avant, s'il vous plaît. Mhm. Alors, j'ai dit que ces pierres, ce sont la population et le niveau de vie, la pauvreté et le chômage et l'analphabétisme. Le premier défi est démographique, la population et le niveau de vie. C'est un défi de la masse et de la valeur. Alors, en 2004, le Maroc gérait une population de 29,8 millions d'habitants. Aujourd'hui, en 2026, nous approchons des 36 millions selon le dernier recensement général de 2024. Cette augmentation n'est pas qu'un chiffre, c'est une pression constante sur notre capacité à créer de la richesse. Si notre PIB par habitant a presque doublé en 2 décennies, l'ouvrage nous rappelait que la stagnation relative par rapport aux pays émergents reste notre principal obstacle. Donc, pour offrir une vie digne à 36 millions de citoyens, nous ne pouvons plus nous contenter d'une croissance linéaire. Nous avons besoin d'une croissance intelligente où chaque citoyen devient un producteur de savoir, augmentant ainsi mécaniquement le niveau de vie global pour rattraper nos concurrents régionaux. Le deuxième point concerne le chômage et la pauvreté que nous décrivons comme un moteur tournant à plein régime, mais qui ne fait pas avancer les roues du véhicule Maroc. C'est le paradoxe du chômage structurel. En 2004, il stagnait à 10,8%. Et malgré nos plans industriels, il frôle les 13% en 2026. Pourquoi? Parce que le fossé se creuse entre les compétences que nous formons et les besoins réels d'une économie qui se digitalise.
La pauvreté, notamment rurale, reste ce poids qui empêche l'athlète de sprinter. Donc, l'économie de la connaissance est ici la solution. Il vise à transformer ce chômage subi en un auto-emploi ou en emploi technologique intelligent, permettant enfin de transmettre la puissance de notre croissance aux roues de notre développement social. Maintenant, nous arrivons au frein le plus lourd de notre sac à dos, c'est l'analphabétisme. En 2004, le constat était dramatique avec 43% de la population incapable de lire ou d'écrire. C'était comme naviguer sur Internet dans le 21e siècle avec les yeux bandés. En 2026, nous avons fait un bond immense en ramenant ce taux à environ 24%. Cependant, le message de l'ouvrage est plus profond. Savoir lire et écrire est aujourd'hui le strict minimum. C'est juste le ticket d'entrée. Alors que pour s'insérer réellement dans l'économie de savoir, le défi n'est plus seulement d'alphabétiser, mais de numériser la population. Il ne suffit plus de comprendre les mots, il faut savoir décoder les données et maîtriser les outils numériques pour ne pas rester à la porte de la société de l'information qui définit le monde de 2030. Maintenant que nous avons vu comment alléger le sac à dos social de notre athlète, il est temps de regarder sous le capot. Donc, pour courir plus vite, le Maroc doit réparer son moteur de création de valeur, c'est-à-dire son système de recherche. Mais pour comprendre où nous allons, il faut d'abord regarder d'où nous venons. L'ouvrage retrace l'histoire de notre système éducatif et rappelle que le Maroc a su, dès l'indépendance, bâtir de grandes universités et des centres de recherche nationaux. Les fondations de notre système sont bien là et ils sont solides. Nous avons les structures et nous avons des professeurs de talent. Cependant, avoir un bâtiment ne suffit pas si les lumières restent éteintes à l'intérieur. Le rapport souligne que cet héritage historique doit maintenant évoluer pour passer d'un simple lieu de transmission du savoir à un véritable moteur de création et d'innovation pour le pays. La réalité des chiffres nous montre d'ailleurs que ce système s'est essoufflé. En 2004, il devait déjà gérer une masse critique d'étudiants avec des ressources dérisoires, puisque le budget alloué à la recherche et développement ne représentait que 0,3% du PIB. Aujourd'hui, en 2026, le constat est frappant. Bien que le nombre d'étudiants ait explosé, le financement de la recherche reste un véritable goulot d'étranglement. Nous avons progressé pour atteindre environ 0,8% du PIB, mais cela reste largement insuffisant pour allumer les lumières de l'innovation. Sans ce changement, nous condamnons nos talents à l'exil. C'est le phénomène du brain drain. Faute de débouchés innovants dans nos structures actuelles, plus de 600 ingénieurs quittent le Maroc chaque année. Il est donc temps que notre héritage ne soit plus seulement un monument du passé, mais le laboratoire de notre futur. Le rapport aborde ensuite la question cruciale de financement qu'il qualifiait de nerf de la guerre. En 2004, le constat était alarmant. Le Maroc allouait moins de 0,3% de son PIB à la recherche. Un budget de pure maintenance qui permettait à peine de faire fonctionner les laboratoires. En 2026, nous avons fait des efforts pour atteindre environ 0,8%. C'est une progression certes, mais nous restons loin du seuil critique des 2% ou 3% affichés par les puissances technologiques mondiales. Et comme je l'ai dit souvent, on ne peut pas faire décoller une fusée de haute technologie avec un budget de réparation de bicyclettes. Pour que Madame, pardon, je n'ai pas entendu rien.
C'est pour 2004. Ah, Oui, exactement. oui. Est-ce que je peux continuer, madame? C'est une progression, certes, mais nous restons loin du seuil critique des 2% ou 3% affichés par les puissances technologiques mondiales. Comme je l'ai dit souvent, on ne peut pas faire décoller une fusée de haute technologie avec un budget de réparation de bicyclettes. Et pour que nos chercheurs deviennent des inventeurs, le financement doit cesser d'être perçu comme une dépense administrative pour devenir un investissement stratégique. Enfin, nous arrivons au point le plus critique de mon analyse, à la page 68, c'est la déconnexion systémique. Donc, imaginez deux îles isolées au milieu d'un océan. Sur l'île de l'université, nous avons des chercheurs brillants qui produisent des théories magnifiques, mais qui finissent trop souvent rangés dans des tiroirs faute d'application. De l'autre côté, sur l'île de l'entreprise, nos chefs d'entreprise font face à des problèmes techniques concrets, mais ignorent que la solution existe peut-être juste en face d'eux. La faute de pont entre ces deux mondes, c'est que le savoir ne se transforme pas en valeur économique. Mon diagnostic s'arrête ici sur ce constat. Le grand défi du Maroc de 2030 est de construire ces passerelles pour que l'intelligence de nos laboratoires devienne enfin la richesse de nos entreprises. En résumé, j'ai tenté de vous montrer un Maroc qui a réussi à alléger son sac à dos social en réduisant l'analphabétisme, mais qui possède encore un moteur de recherche puissant qui tourne un peu à vide, faute de moyens et surtout de connexion avec la réalité du terrain. Le diagnostic est désormais complet, nous connaissons nos faiblesses, mais nous voyons aussi notre immense potentiel. Mais alors, une fois ces problèmes identifiés, comment passer à l'action? Comment transformer ces îles isolées en un continent uni et innovant? C'est précisément ce que Othman va vous expliquer en analysant les solutions et les stratégies de la suite de la deuxième partie de l'ouvrage. Merci pour votre attention et je passe la parole à Othman. Merci à vous, madame. J'ai beaucoup apprécié. Alors, je donne la parole à Othman pour la suite. Bonjour madame, bonjour chers amis. Je suis Ajman Naoui, je fais partie du groupe des présentateurs. Alors, pour continuer ce que Selma a déjà commencé, on va parler de la recherche centrée sur les populations. L'idée principale ici est simple. La recherche scientifique doit répondre aux besoins réels des citoyens. Aujourd'hui, le problème est que beaucoup de recherches restent dans les laboratoires et ne sont pas assez utilisées pour résoudre des problèmes concrets comme la santé, la nutrition ou l'accès aux services de base. L'objectif est de transformer les avancées scientifiques en solutions utiles dans la vie quotidienne. Autrement dit, le savoir doit avoir un impact direct sur la société. Et enfin, pour l'avenir, il est important de renforcer le suivi et de développer des technologies liées à l'environnement et à la santé publique. Et justement, pour que cette recherche ait un vrai impact, il faut aussi qu'elle soit développée au niveau local. Dans cette deuxième diapo, on parle du développement local grâce à la recherche. Le défi ici est d'utiliser les connaissances locales comme l'artisanat ou les petites entreprises pour développer l'économie. Mais il y a quelques problèmes. D'abord, il est difficile d'organiser et de valoriser ces savoirs. Ensuite, il manque des données fiables et des financements.
Et enfin, il y a un problème important, la fuite des cerveaux. Beaucoup de diplômés, surtout les ingénieurs, puisqu'ils partent à l'étranger. Donc, pour résoudre cela, il faut créer des bases de données régionales et améliorer l'éducation pour former des compétences adaptées au marché local. L'idée est de transformer les talents locaux en moteurs de développement. Mais développer localement ne suffit pas si on reste dépendant de l'extérieur. Du coup, ici, on parle de l'indépendance technologique. Aujourd'hui, le Maroc dépend beaucoup des technologies étrangères et cela pose un risque car cela rend le pays dépendant et augmente les coûts. La solution est de développer un savoir local qu'on appelle savoir endogène. Cela signifie produire nos propres connaissances et technologies adaptées à notre réalité, notre climat, nos ressources et nos besoins sociaux. L'objectif est clair, utiliser le capital humain marocain pour créer une intelligence locale capable de résoudre les problèmes du pays. Donc, en résumé, l'indépendance de demain ne sera pas seulement territoriale, mais surtout technologique et intellectuelle. Et pour atteindre cette indépendance, il y a un outil clé aujourd'hui, c'est le numérique. Et dans cette dernière diapo, on parle du rôle des technologies numériques. Le Maroc a connu une forte évolution avec une croissance rapide du nombre d'utilisateurs d'Internet et du mobile. Mais malgré cela, il y a encore un retard dans l'intégration des technologies dans l'économie des services. Aujourd'hui, même si la connexion est plus développée, le vrai défi est d'utiliser ces technologies pour moderniser le pays. L'objectif final reste de ne pas seulement consommer la technologie, mais de l'utiliser comme un levier de productivité et de développement économique. Pour conclure cette deuxième partie de notre ouvrage, euh, on peut dire que le Maroc doit changer de modèle pour réussir d'ici 2030. Aujourd'hui, la main-d'œuvre ne suffit plus. Il faut miser sur le savoir et l'innovation malgré des progrès. Il reste des défis comme le chômage, le manque de lien entre université et entreprise et le retard en recherche. Donc, l'objectif est clair, investir dans l'éducation, la technologie et valoriser les compétences pour créer une économie basée sur la connaissance. Et merci, madame, merci pour votre attention. De la deuxième parole au groupe discutant avec toujours comme perspective de apporter des critiques et d'analyser ce qui vient d'être avancé par vos camarades ou éventuellement des compléments d'informations. Alors, je vais commencer par Manette, peut-être, c'est ça? Oui, madame. Alors, à vous Donc, la parole. bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, ma chère professeure. Donc, je suis Manal Blirdim. Je fais partie du groupe de discutants. Donc, on est tout à fait d'accord que l'analyse des besoins économiques et sociaux met en évidence des problématiques majeures comme la pauvreté, le chômage et les inégalités éducatives. Et comme l'a montré le groupe de présentateurs que je remercie, certains indicateurs se sont améliorés, notamment l'alphabétisation, mais la pauvreté reste préoccupante, donc avec une évolution récente, passant d'environ 10,8% en 2024 à 13,7% en 2025. Donc, cela montre que les progrès restent fragiles et que les inégalités persistent.
Donc, certes, le Maroc a mis en place des aides sociales, ce qui constitue une avancée. Toutefois, cette évolution montre que ces diapositives restent encore limitées en termes d'efficacité et de ciblage. Donc, cela confirme que le problème est structurel. De plus, l'analyse de l'ouvrage reste principalement descriptive. Elle présente, elle présente les problèmes, mais n'explique pas suffisamment leurs causes profondes ni leurs mécanismes de reproduction. On peut aussi souligner l'absence d'une véritable évaluation des politiques publiques, ce qui rend difficile de savoir ce qui fonctionne réellement. Et aussi, je veux citer une citation de Amartya Sen. Le développement repose sur les capacités des individus. Donc, cela signifie qu'il ne suffit pas de mesurer les indicateurs, mais il faut agir sur les conditions réelles de développement. Et concernant les solutions proposées par le groupe des présentateurs, comme la création de bases de données régionales, cela peut être utile, mais il reste insuffisant si ces données ne sont pas réellement exploitées dans la prise de décision. De même, produire des connaissances et des technologies adaptées est important, mais sans un écosystème capable de les appliquer, cela risque de rester théorique. Et comme un exemple d'inspiration pour trouver des solutions réelles, donc au Brésil, il y a un programme qui s'appelle Bolsa Familia. Il est efficace car il combine d'aider financièrement pour agir sur le problème de pauvreté et il ajoute aussi des conditions concrètes pour que cette action reste efficace. Donc voilà ce qui permet un impact réel. Et concernant la recherche appliquée, son importance est claire, mais le système reste limité. Donc, il y a un faible investissement en R&D, le manque de lien entre université et entreprise, ainsi que l'absence de valorisation de la recherche constituent des freins majeurs. Et comme le souligne Paul Romer, la connaissance est un moteur de croissance. Mais pour qu'elle ait un impact, elle doit être transformée en innovation concrète. Il y a un exemple d'Allemagne avec les instituts Fraunhofer qui montre que la réussite repose sur une collaboration directe entre recherche et entreprise. Donc le Maroc pourrait s'en inspirer en allant au-delà des intentions et en développant des mécanismes concrets d'application. En final, l'enjeu n'est pas seulement de produire du savoir, mais le transformer en action efficace et merci. Sur le domaine analytique, à la fois des insuffisances et limites de rapport en termes d'explication des, des, des raisons en fait à la fois endogènes et exogènes des limites de la recherche et du développement et du développement aussi de l'économie de la connaissance au Maroc et aussi pour l'intervention de vos camarades. Alors, effectivement, euh, euh, l'importance de la recherche utile, comme ça a été précisé par Othman vers la fin, recherche qui s'intéresse aux besoins de la population, qui est accentuée sur la population, est extrêmement importante parce que les besoins diffèrent d'un pays à un autre. Et donc, il faudrait que cette recherche soit utile justement
à la population du pays en question, capable de résoudre ces problématiques de manière concrète et en collaboration avec les entreprises qui sont, si vous voulez, armées de l'université dans une approche collaborative, qui vont produire à grande échelle les produits et les idées qui viennent d'être créées et les transformer en produits. C'est surtout ça. Donc, à matérialiser, à faire accoucher des idées des inventeurs et des universitaires. Ça, c'est quelque chose de très important que vous avez effectivement avancé. La question encore une fois, des finances, de la recherche et développement et les problématiques, effectivement, le pourcentage en espace de 20 ans n'a pas dépassé 0,5% du PIB. L'inflation n'a pas dépassé 0,5% du PIB en l'espace de plus de 20 ans. Sachant que, comme vous l'avez très bien dit, le nombre des étudiants universitaires a augmenté. Et donc, l'augmentation du nombre des étudiants n'a pas été suivie par l'augmentation de manière proportionnelle de l'investissement en recherche et développement. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit par rapport à la perception qui mérite d'être revue des dépenses en recherche et développement. Il ne faut plus les considérer effectivement comme des dépenses de fonctionnement ou de dépenses administratives, mais c'est un investissement dans le futur. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment extrêmement important. Et l'importance de connecter les deux îles, comme ça a été très bien dit par mademoiselle Salma, l'île de la recherche de l'université et l'île de l'entreprise, par un pont solide permet des transmissions de connaissances de part et d'autre, et c'est important. Et ce qui est aussi important, c'est le développement de la culture de recherche, et c'est ce que nous, en tout cas à notre petite échelle au niveau de ce module, on est en train de faire, parce que l'objectif, un des objectifs essentiels de ce module, c'est effectivement de faire de vous des producteurs de la connaissance. Et c'est important que je pense que vous avez, grâce à ces chiffres et aux thématiques que nous avons discutées, je pense que vous avez pris suffisamment conscience de l'importance de votre contribution au niveau de ce module à la création et à la production de la connaissance, et surtout à la promotion de la culture de recherche et de production de la connaissance. Parce que quand vous allez à votre tour produire de la connaissance utile qui va prendre la forme d'un article et sortir par des recommandations utiles qu'on pourrait appliquer et qui vont pouvoir faire avancer la réflexion, naturellement, vous êtes en train de hisser vers le haut le Knowledge Economy Index, parce que lorsque vous allez publier un article, ben,
le nombre de publications de l'université va augmenter et naturellement, ça va se refléter sur les indicateurs que vous avez présentés. Ne sous-estimez pas l'effort que vous allez faire en rédigeant les rapports et les articles, et notamment les articles qui vont rédiger les articles. Et puisque nous avons une vision de produire une connaissance utile, une connaissance qui répond aux besoins de la population et qui est la plus concrète possible, donc notre objectif, c'est d'essayer de contribuer à résoudre des problématiques du Maroc en s'inspirant des expériences pilotes, des expériences réussies pour justement faire des recommandations aux instances publiques pour renforcer l'innovation et la recherche et développement au niveau national, qu'elle en profite à l'économie et aux citoyens. Alors, je pense qu'on a terminé la deuxième partie, c'est ça? Non, pas encore, madame. Reste Kautar? Oui. Allez-y. Donc, bonjour, madame. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Kautar Chibou. Je fais partie du groupe de discutants. Concernant les besoins croissants du Maroc, en recherche centrée sur les besoins des populations, cette partie insiste sur l'importance d'orienter la recherche vers les points des populations, ce qui est une idée pertinente, mais elle présente plusieurs limites. D'abord, le texte se contexte de lister les problèmes comme l'agriculture ou la santé, sans établir de propriétés claires. Or, dans un contexte de ressources limitées, il est essentiel de faire des choix stratégiques. Ensuite, la relation entre recherche et besoin est simplifiée. Le texte suppose que produire plus de recherche. Mademoiselle Moussa de bien vouloir fermer son micro. Ensuite, la relation entre recherche et besoin est simplifiée. Le texte suppose que produire plus de Mademoiselle Yusra, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Merci. Mademoiselle Kautar, continuez. D'accord. Ensuite, la relation entre recherche et besoin est simplifiée. Le texte suppose que produire plus de recherche va automatiquement résoudre des problèmes, alors qu'en réalité, il y a souvent un écart entre la recherche scientifique et son application concrète sur le terrain. De plus, le rôle des acteurs économiques, notamment les entreprises privées, est quasiment absent par tout ce qui peuvent transformer les résultats de la recherche en solutions concrètes et innovantes. Enfin, le texte ne propose ni mécanisme précis de mise en œuvre d'estimation des coûts qui rendent les recommandations peu opérationnelles. Donc, même si l'idée d'une recherche centrée sur les besoins est essentielle, elle reste ici trop théorique et manque de stratégie concrète. Et par rapport aux recherches appliquées et le développement local au Maroc, cette partie met en avant le rôle de recherche appliquée dans le développement local, ce qui est une idée importante, mais elle présente certaines limites. D'abord, le texte insiste sur le potentiel des régions, mais elle reste trop théorique. Elle ne précise pas comment organiser concrètement la coordination entre les acteurs locaux, comme les universités, les entreprises et les collectivités territoriales. Ensuite, il y a une surestimation des rôles de la recherche appliquée. En réalité, le développement local dépend aussi d'autres facteurs essentiels, comme les infrastructures, la gouvernance locale et l'accès au financement. De plus, le texte ne dépend pas suffisamment en compte de l'effort des inégalités entre les régions marocaines. Certaines régions n'ont tout simplement pas les ressources humaines ou matérielles pour développer
une recherche locale efficace. Enfin, aucun mécanisme concret n'est ni proposé pour transformer les résultats de la recherche en projet économique réel au niveau local. Donc, même si la recherche appliquée peut soutenir le développement local, elle ne peut pas à elle seule répondre les déséquilibres territoriaux. Donc, je passe la parole à Manal pour terminer la dernière partie. Merci Kautar. Bonjour, je suis Manal Mahdawi du groupe des discutants. Alors, concernant les recherches exogènes, endogènes et l'importance de l'ancrage à la réalité et l'ouverture sur le reste du monde, cette partie est intéressante, mais elle présente plusieurs limites importantes. D'abord, le diagnostic est correct. Il montre que le Maroc souffre d'un manque de recherche endogène et d'une dépendance à la recherche exogène. Mais le problème, c'est que cette analyse reste trop générale et peu approfondie. Ensuite, le texte critique la recherche exogène, mais en réalité, ce n'est pas forcément un problème. Aujourd'hui, tous les pays avancés collaborent à l'international. Le vrai problème n'est pas l'origine externe du savoir, mais la capacité du Maroc à l'adapter à ses besoins locaux. De plus, la solution proposée, développer une recherche endogène forte, reste théorique. Le texte ne précise pas comment financer cette recherche, ni comment motiver les chercheurs, ni comment impliquer le secteur privé. Enfin, il y a une contradiction. Le texte dit qu'il faut s'inspirer des pays avancés sans copier, mais il ne donne aucun modèle concret adapté au contexte marocain. Donc, l'idée de combiner la recherche endogène et exogène est pertinente, mais elle manque de stratégie claire et opérationnelle. Et par rapport aux enseignements issus des technologies de la communication et de l'information, TIC, cette partie met en avant le succès de TIC au Maroc, mais elle présente une vision un peu trop optimiste. D'abord, le texte suppose que le succès des TIC est facilement reproductible dans d'autres secteurs, comme les biotechnologies. Or, ce n'est pas réaliste. Les TIC sont un secteur particulier. Ils demandent moins d'infrastructures lourdes et offrent des résultats rapides. Contrairement aux biotechnologies qui nécessitent des investissements massifs, du temps et du recherche très avancée. Ensuite, le texte parle d'une adhésion massive, mais il ignore les inégalités d'accès. Par exemple, l'accès à Internet reste limité dans certaines zones rurales, ce qui montre que le succès n'est pas totalement inclusif. De plus, la réussite des TIC au Maroc est en grande partie liée à des facteurs externes comme les investissements étrangers et la technologie importée. Cela contredit l'idée d'un développement basé uniquement sur les capacités internes. Enfin, le texte ne traite pas des limites du modèle comme la dépendance technologique ou le manque d'innovation locale réelle. Donc, même si les TIC montrent que le progrès est possible, leur succès ne peut pas être généralisé aussi facilement à d'autres secteurs. Alors, le succès des TIC est réel, mais il ne doit pas créer une illusion de facilité pour le reste de l'économie. Merci. Relever sur les conclusions du rapport et aussi l'analyse qui est absente, notamment, et les propositions sur comment adapter effectivement la recherche et le progrès scientifique et les innovations au cas du Maroc. Ça, c'est une question effectivement d'une grande importance pour que nous puissions en profiter et rendre justement cette recherche utile pour le cas marocain. Et effectivement, au niveau du rapport, il y a l'absence de propositions de modèles pour s'inspirer à ce sujet. Donc, sans plus tarder, on va passer à présent à la troisième partie de notre discussion.